Bonjour. Alors, je sais qu'il y en a qui sont encore en train de faire la queue au vestiaire. On va attendre encore 2-3 minutes peut-être, non? Ou pour être sûr, on peut y aller. C'est bon. Bon. Euh, je vois que la salle est plus clairsemée qu'hier. Il y en a qui ont eu du mal à récupérer de la soirée peut-être. Il y a eu un peu trop d'alcool. Bon. Alors, le but de cette présentation, est venu. On a discuté avec pas mal de personnes et ils m'ont dit, mais ça serait bien que tu expliques pourquoi on a changé le format du journal, quels vont être les bénéfices, et il va falloir faire passer la pilule parce que ça va vous compliquer la vie pour le passage en V14. Pour être clair, on impose maintenant d'avoir des clés primaires pour les tables qu'on veut journaliser, et bon, pour ceux qui n'en avaient pas, ça complique un peu la chose. Il faut penser à en mettre, faut être sûr qu'elle soit valide. Donc, bon, c'est un petit inconvénient. En revanche, il y a beaucoup de bénéfices et je vais vous les donner. Alors, cette présentation est technique. Hein. C'est vraiment pour expliquer le format interne, expliquer ce qui se passe et pourquoi le nouveau système de journalisation va vous permettre d'avoir un système beaucoup plus sûr, un meilleur contrôle des données. Alors, très rapidement, j'ai fait une petite explication du format d'une entrée dans le journal. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, on a une en-tête sur 4 octets qui permet de savoir que c'est bien le début d'une entrée dans le journal. Euh, un compteur d'opération, enfin une opération qui correspond à quelle action va être exécutée, une longueur, et puis bon, après en fonction du type d'opération dans le journal, si c'est l'ajout d'une fiche, la suppression d'une fiche, on a une taille variable, le contenu des données, et à la fin on se retrouve avec la longueur à nouveau et un en-tête enfin plutôt un pied d'opération. L'intérêt, c'est que le journal peut être lu dans les deux sens. C'est pour ça que la longueur se retrouve 2 fois au début et à la fin. Donc on peut parcourir le journal de gauche, enfin du début vers la fin ou de la fin vers le début, et on peut même aller au milieu et essayer de retrouver des opérations manquantes. Ça va nous permettre plusieurs choses en cours d'utilisation que je vais expliquer maintenant. Alors, donc il y a pas mal de petits changements dans le journal, mais il y a 6 grands changements, six grandes, voilà, 6 grands changements en fait. L'une des choses, c'est le compteur d'opération. À chaque fois qu'on a une opération qui est mise dans le journal, on incrémentait un compteur pour être sûr d'être en synchro entre les données et le journal. Ce qui faisait que s'il y a un crash alors qu'on n'a pas enregistré une partie des données qui sont dans le cache, par exemple, et qui sont déjà dans le journal, quand on démarre, on est capable de retrouver la dernière opération qui a vraiment été enregistrée et de reprendre dans le journal les opérations manquantes. Le problème avec ça, c'est que toutes les opérations incrémentaient ce compteur, y compris l'ouverture ou la fermeture des données. Maintenant, seules les opérations qui modifient les données incrémentent ce compteur global. Alors, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet d'ouvrir 50 fois les données sans changer le compteur, donc de réutiliser le journal sans être désynchronisé, et d'autres petits avantages que je vais expliquer. On utilise donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clés primaires pour référencer une fiche plutôt que le numéro de fiche. Alors là aussi, après, je vais rentrer dans le détail. Donc ça veut dire il sera absolument impossible de journaliser une table qui n'a pas de clé primaire. Les transactions sont enregistrées aussi différemment dans le journal. Elles sont maintenant conservées dans un buffer en mémoire ou à la limite dans un fichier temporaire si vraiment il n'y a plus de mémoire, et ne sont enregistrées dans le journal qu'une fois que la transaction est validée.
ce qui n'était pas vrai avant. Avant, les transactions commençaient à être journalisées dès le début des modifications des données dans la transaction. C'est-à-dire, je démarrais une transaction, je commençais à ajouter une fiche, j'avais tout de suite l'entrée dans le journal. Et puis, si j'annulais la transaction, je me retrouvais avec une entrée dans le journal qui disait qu'on annulait la transaction. Et puis, bon, la transaction n'était pas prise en compte au moment de la réintégration du journal. Maintenant, tant que je n'ai pas validé la transaction, au niveau final, parce que s'il y a des sous-transactions, seule la validation de la transaction principale compte, évidemment. Tant que je n'ai pas validé la transaction, il n'y a aucune entrée dans le journal. Si j'annule la transaction, il n'y aura rien d'écrit dans le journal. J'expliquerai aussi pourquoi ça a des avantages. Donc, j'ai montré rapidement le format du journal qui permet de naviguer dans les deux sens dans le journal. Et on a la possibilité, on en a parlé un peu rapidement hier, de choisir quelles tables vont être journalisées. Alors ça permet entre autres d'avoir par exemple des tables qui gardent trace des logs d'erreurs, qui ne sont pas journalisés parce qu'on ne veut pas les passer sur le miroir. Ça permet aussi d'avoir des tables temporaires qui servent à faire des calculs qui sont très souvent modifiés mais qui finalement n'ont pas d'importance dans le résultat final, qui ne servent qu'à des calculs intermédiaires, ce qui arrive souvent. On importe des données pour les traiter après dans la table finale. Bon, on ne veut pas forcément journaliser les tables temporaires. L'ensemble de ces modifications va nous permettre, avec un sixième changement dans le format du journal, de permettre d'intégrer un journal qui n'a pas été créé forcément avec les data dans lesquels on cherche à le réintégrer. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt, et je vais vous le montrer. Alors, premièrement, je ne les remets pas dans le même ordre exactement, mais le fait que le compteur d'opérations ne soit incrémenté que sur les opérations qui vraiment modifient les données. Ça permet d'avoir une plus grande facilité dans la gestion du miroir, qu'elle soit manuelle ou automatique. Ah oui, dans la présentation, je vais souvent parler du miroir automatique. C'est un produit qui va venir, qui n'est pas encore dans la V14, mais qu'on va mettre en place, qui sera une gestion complètement automatique de mirroring et qui permettra de ne plus avoir à passer par des procédures manuelles pour recopier le journal. On pourra avoir un miroir connecté à un 4D serveur qui interrogera le 4D serveur pour récupérer les modifications à intervalles réguliers que vous pourrez choisir. Alors ça peut aller de 1 minute à plusieurs heures, plusieurs jours. Enfin, donc, et ça permet d'avoir une intégration continue du miroir beaucoup plus efficace. Mais ça, je reviendrai dessus après. Donc, le fait de ne compter que les opérations qui sont importantes dans le journal permet par exemple d'avoir on va prendre une situation simple, j'ai le serveur, j'ai travaillé, bon, à un moment donné, je veux donner mon journal au miroir. Le problème, c'est que si j'ai entre-temps réouvert ce journal, enfin pardon, réouvert les données avec le journal ouvert, ça a rajouté une opération dans le journal, avec la version 13, version 12, c'est comme ça. Si je referme les données, je rajoute une opération dans le journal qui referme les données. Donc à un moment donné, mon journal va se retrouver avec un certain nombre d'opérations. Par exemple, je peux en être à l'opération 123, et puis je l'ai copié, j'en étais resté à l'opération 123. Entre-temps, j'ai rouvert mes données, j'en suis à l'opération 125, 126. J'ai un problème, je veux essayer de réintégrer
mon journal parce que je sais que j'ai eu un problème, j'avais recopié mes données, et puis ben, je suis désynchronisé. Donc maintenant, seules les opérations qui modifient les données sont vraiment prises en compte, qui est ce qu'on veut. Alors, pardon, je vais juste expliquer la chose. Quand on veut quand on veut chaîner des miroirs, quand on veut avoir on en a parlé hier, on se retrouve avec un serveur principal, un premier miroir. On a vu que maintenant, on permettait d'avoir dans ce miroir lui-même un journal, donc qui va continuer à incrémenter aussi ces opérations. Seules les opérations qui modifient les données seront prises en compte. Donc si ce journal a été ouvert plus que le serveur principal, si on a ouvert les données plus souvent, ou au contraire, moins souvent, on n'aura quand même pas une désynchronisation du compteur, puisque de toute façon, il n'y aura pas eu d'ajout, de modification de données. Donc je peux à nouveau prendre ce miroir et lui-même le chaîner avec un autre miroir, reprendre mon fichier de journal pour le passer à un deuxième miroir qui pourra réintégrer aussi les mêmes données. Même si je l'ai ouvert 10 fois sur mon journal numéro 1, le journal numéro 2 n'en aura qu'une et continuera à n'importer que les lignes du journal qui modifient les données. Donc ça permet de chaîner à l'infini. C'est pas qu'on cherche à vous vendre plus de serveurs, hein, mais c'est pratique d'en avoir deux. Donc voilà, donc là c'est juste pour expliquer là, le fonctionnement de ce que j'expliquais. Voilà, oui, excusez-moi, toutes les slides sont en anglais parce que j'ai eu la paresse de les refaire en français, en fait, pour être honnête. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour expliquer. Voilà, on démarre de 1. Quand on ouvrait la base, ça passait le compteur à 2. On fermait, ça passait à 3. On réouvrait, ça passait à 4. Maintenant, bon, bah, tout ça laisse le compteur à 1. Et c'est seul le modifier fiche, ajouter fiche qui vont incrémenter le compteur. Par exemple, dans cet exemple. Bon, c'est juste un petit schéma rapide, mais pour bien expliquer ce qui se passe en interne. Alors, deuxième point, qui lui sera celui qui va être le plus pénible à mettre en œuvre pour vous dans le passage avec 14, c'est le fait d'utiliser des clés primaires sur les tables qui vont être journalisées. En fait, c'est vrai dans le journal, mais c'est vrai pour beaucoup d'opérations dans 4D, pour essayer d'être le plus proche possible d'une logique qui est la même que celle qui est dans Wakanda, en fait. On veut qu'il y ait une façon vraiment sûre d'identifier une fiche. Le numéro de fiche n'est pas une façon sûre parce que ça prend presque toutes les valeurs d'une clé primaire, c'est-à-dire que c'est unique. Deux fiches n'ont pas le même numéro, c'est pas nul. Mais le problème, c'est que c'est pas unique dans le temps. Si vous détruisez une fiche et que vous en recréez une, elle peut reprendre le même numéro. Et ça crée beaucoup de soucis. Et je vais le montrer. Donc, l'avantage de la clé primaire, c'est que c'est vous qui la contrôlez. Soit c'est une clé primaire auto-générée, c'est-à-dire soit un UID auto-généré, soit un sequence number, un long entier ou 64 avec un sequence number. Et là, bon, bah, voilà, c'est à chaque fois incrémenté, on est garanti d'une forme d'unicité. Soit c'est un numéro qui correspond à une nomenclature ou qui correspond à ce que veut le client, mais de toute façon, on est sûr que ça identifie la fiche de façon unique. Et c'est important, parce que quand le journal lui-même est abîmé, ça peut arriver, c'est-à-dire que le cas idéal, c'est qu'il n'y a pas de problème, ça ne crache pas. Après un cas un peu moins idéal, le serveur crache, les données sont abîmées, mais j'ai mon journal, je repars du backup, je récupère le journal. Et puis il y a eu des cas qui finalement sont un peu plus fréquents qu'on le croit, parce que beaucoup de gens gardent le journal sur le même disque
que les datas, chose à déconseiller, mais bon. Où là, c'est un problème qui n'est pas lié à KD pour une fois, mais qui est lié au disque dur. Et dans ces cas-là, bon, on a des blocs abîmés. Bon. Bah, le journal est récupérable en partie, mais il y a des morceaux qui manquent. Et on aimerait bien pouvoir récupérer quand même un maximum du travail. Alors, dans ce scénario, si j'utilise les numéros de fiches, voilà. Par exemple, j'ai mon journal, j'ai créé une fiche qui a les valeurs A, B, C dans certains champs, qui est la numéro 10. Après, je crée la numéro 11, la numéro 12. Je modifie la 10, je remplace A, B, C par A2, B2, C2. La même chose avec la 11. Si je cherche à réintégrer ça, si mon journal est entier, aucun problème, ça va le faire. C'est ce qui se passe actuellement et il n'y a aucun problème. En revanche, si une entrée manque dans le journal parce que je n'ai pas pu récupérer l'ensemble de mon journal qui était abîmé, alors, pardon, déjà oui, j'explique la nouvelle façon, j'ai été trop vite là, oui. Donc, la même chose, mais au lieu de stocker dans le journal les numéros de fiches 10, 11, 12, on garde les clés primaires. Donc il va y avoir X, Y, Z, et quand on modifie la fiche qui a comme clé primaire X, on lui met A2, B2, C2. Voilà. Donc, il me manque une slide carrément. Bon, alors je vais l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi il me manque une slide. Bon, tant pis. Donc, si j'essaie de me souvenir de ce que j'ai mis. Ah oui, voilà. Supposons que par exemple, l'entrée numéro 1 manque dans le journal. Donc, il n'y a pas on ne peut pas le faire. Donc, la création de la fiche numéro 10 ne se fait pas. Au moment de la création de la fiche numéro 11, dans l'ancienne méthode, cette numéro 11 va devenir la numéro 10, puisque la 10 n'avait pas été créée, si on cherche à récupérer un journal partiel. Alors vous allez me dire, on n'a pas de moyen de récupérer un journal partiel. C'est vrai, pour l'instant, on l'interdit, justement à cause de ça. Mais avec la nouvelle version, on va le permettre. Donc, mais si on avait essayé, avec l'ancienne version, de récupérer partiellement, on aurait eu la numéro 11 qui serait devenue la numéro 10, la 12 qui serait devenue la 11, et au moment de modifier la 10, je vais mettre A2, B2, C2 à la place de D, E, F, au lieu de les mettre à la place de A, B, C. De même que je vais mettre D2, E2, F2 à la place de G, H, I. Donc j'ai complètement perdu mes données. Enfin, je ne les ai pas perdues dans le sens où j'ai une partie de mes données, mais elles ne correspondent plus à ma logique business. J'ai perdu mon intégrité logique dans les données. Avec la nouvelle façon, si l'entrée numéro 1 manque, on va créer la fiche avec une clé primaire Y qui sera DEF, une fiche avec la clé primaire Z qui sera GHI. On demande à modifier la fiche X qui n'existe pas. Quand on est en mode, donc c'est en mode recover, là, en mode réparation quand le journal est abîmé, une fiche qui n'existe pas, on la recrée. Donc on va recréer X en lui mettant A2, B2, C2. Puis on va modifier Y qui, elle, existe en lui mettant D2, E2, F2. Non. Alors, ce n'est pas parfait parce que le fait d'avoir modifié la fiche dont la clé primaire est X en mettant A2, B2, C2, il y a peut-être d'autres champs qui avaient été créés dans la première opération 1 qui, eux, ne seront pas mis à jour. Mais au moins, le reste de toutes mes fiches correspondra et je n'aurai pas un décalage. Donc, cette récupération partielle qu'on va fournir est vraiment un cas de dernière... c'est vraiment en dernière mesure, mais c'est quand même très pratique. Il y a eu certains cas où on aurait bien voulu le faire. Il nous est arrivé, Jean s'en souviendra parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus, il nous est arrivé d'avoir récupéré des données de gens qui avaient un backup vieux de, par exemple, une semaine ou parfois plus, avec un journal qui était abîmé, qui avait des mauvais blocs. Il a fallu, à la main, réajouter les entrées manquantes en mettant des valeurs fausses, mais au moins pour resynchroniser les fiches dans le bon ordre. C'était un travail manuel qui nous a pris une journée simplement pour un journal. Donc c'est quelque chose qui ne pouvait pas être fait de façon
industriel. Il fallait vraiment avoir un système beaucoup plus sûr et on préfère passer par ce système-là qui permettra vraiment de récupérer en dernière mesure. Bon. Normalement, si vous avez bien vos backups, si le journal est sur un autre disque, ça devrait moins se produire. Et s'il y a le miroir, ça se produira encore moins. Mais bon. Alors, maintenant, je reviendrai sur les clés primaires parce qu'il y a d'autres avantages, mais ça, c'est l'un des avantages essentiels pour la journalisation. Le fait que les transactions soient maintenant enregistrées en une seule fois, ça permet en fait d'avoir un journal qui grossit, qui peut être interrogé par petits morceaux. Alors ça va être utile pour le nouveau miroir automatique qu'on va mettre en place. L'idée, c'est que quand on aura cette machine miroir qui va interroger sans cesse, à intervalles réguliers que vous choisirez le serveur, il va lui demander, voilà, donne-moi les opérations nouvelles depuis la dernière fois que je t'ai interrogé. Donc le miroir gardera trace de la dernière opération qu'il aura intégrée et le serveur principal renverra dans le journal les opérations pertinentes. Bon. Si on avait choisi la logique de conserver les transactions dès qu'elles étaient commencées, ces transactions auraient été à moitié envoyées au miroir, qui aurait dû commencer à les intégrer, puis ne pas avoir la fin, donc garder cette transaction en suspens, attendre une prochaine interrogation qui peut se produire au bout d'une heure, au bout d'un jour, en fonction du choix de fréquence du journal, pour après pouvoir la valider ou l'invalider en fonction de ce qui avait été fait sur le serveur principal. Donc c'est quand même assez pénalisant. Ça monopolise pour rien des défis. Et puis surtout, si pour une raison quelconque, cette fois le miroir est éteint, bah, la transaction va forcément être annulée. Si après je redémarre le miroir et que je cherche, parce que j'étais obligé de l'éteindre pour une raison quelconque, même pas forcément pour un crash, mais pour une raison de maintenance ou parce que voilà, il fallait que je sais pas, quelqu'un devait passer l'aspirateur, il a débranché. Ouais, bon, voilà. Il y a eu quelque chose qui fait que je l'ai éteint. Je le rallume, je me reconnecte au serveur et je demande quelles sont les opérations depuis la dernière fois. Bah, le serveur va renvoyer les opérations depuis la dernière fois. Donc, le reste de la transaction, et puis d'autres choses. Ce reste de transaction va arriver dans un contexte où le miroir n'aura plus cette transaction en mémoire démarrée ou annulée. Donc, il ne saura pas trop quoi en faire. Alors, il y avait deux solutions. On aurait pu, sur le miroir, essayer de revenir en arrière pour retrouver le début de la transaction, puisque le miroir peut lui-même avoir un log et un journal et garder les transactions, mais c'est très peu efficace. C'est plus intéressant de faire en sorte que les transactions maintenant soient envoyées de façon atomique dans le journal. Donc, en fait, quand une transaction commence à être écrite dans le journal, on est sûr qu'elle a été validée et qu'il y a bien toutes les données. Ce qui fait que quand le miroir va interroger le serveur principal pour lui dire « donne-moi les informations », soit il aura toute la transaction, soit il n'aura rien du tout, et il attendra la prochaine fois pour avoir la transaction si elle était validée. Donc on est sûr d'avoir une bonne cohérence des données. Ça permet aussi d'éviter de faire grossir le journal de façon... disons que j'ai eu des cas, on a vu certaines bases où les gens démarrent beaucoup de transactions qu'ils annulent, qui leur permettent de faire de l'interface utilisateur. En fait, ils démarrent une transaction, ils permettent aux gens de modifier ce qu'ils veulent, mais la plupart du temps, c'est annulé. Pourquoi pas, après tout, bon, c'est pas forcément pour ça que j'aurais choisi les transactions, mais bon, donc c'est fait. Le problème, c'est que ça, à chaque fois, c'est conservé dans le journal. Et quand il faut réintégrer le journal, alors qu'il n'y a que 10% ou 5% des opérations qui sont vraiment des opérations pertinentes, on se retrouve avec toutes ces opérations qui à chaque fois sont réintégrées, puis annulées, réintégrées et annulées. Donc ça aussi, ça fait gagner beaucoup de temps au moment de la récupération.
Et alors, ce point 4, conjointement avec les points précédents, permettent aussi d'avoir le miroir qui n'est pas forcément chaîné. Donc, on a parlé beaucoup du miroir chaîné. C'est-à-dire, j'ai le miroir 1 qui a réintégré le log manuellement, enfin, ou par le biais de code que vous faites en utilisant la nouvelle commande. Et puis après, j'ai le 2 qui réintègre celui du 1. Bon. Donc là, on les chaîne. Mais on peut aussi imaginer une solution où on a le serveur principal, on utilise le nouveau logiciel de mirroring qu'on va mettre à disposition avec, par exemple, deux miroirs sur le même serveur. Un qui va demander à intervalle d'1 heure et un autre qui va demander à intervalle de 5 minutes. Ils n'ont même pas besoin d'être synchronisés sur les mêmes périodes de temps. Puisque chacun va garder trace des dernières opérations qui ont été demandées. Donc voilà, le premier en sera l'opération 100 000, le deuxième qui ne les demande que toutes les heures en sera 99 000 parce que lui, il en avait moins demandé, enfin il l'avait demandé il y a plus longtemps. Bon, bah, le serveur renverra les informations à chacun des miroirs séparément avec les bonnes informations de journal manquantes. Donc, pour pouvoir faire ça, côté serveur, pour pouvoir envoyer les bonnes informations nécessaires, il faut que le journal soit navigable facilement sur disque. Donc ça veut dire être capable de retrouver une entrée rapidement et les prendre séquentiellement après pour les envoyer. Mais pendant que le journal travaille et lit ces données, il faut aussi qu'il soit capable d'ajouter des nouvelles informations parce que pendant ce temps-là, le serveur va être en activité et des gens vont ajouter des fiches, modifier des fiches, supprimer des fiches et ainsi de suite. Donc, le fait de naviguer dans les deux sens nous permet d'économiser un peu de mémoire côté serveur, puisqu'on ne va pas garder trace des adresses de chaque entrée dans le journal qui peuvent être importantes. Donc, en fonction de la taille du journal, on garde en fait une sorte de table de hash, où par dichotomie, on est capable de retrouver assez rapidement une entrée particulière dans le journal, même s'il est très gros, même s'il fait des centaines de milliers d'opérations, on peut le retrouver rapidement. Pour ça, on se positionne à peu près à l'endroit, puis on cherche un peu à gauche ou un peu à droite pour trouver la bonne opération. Donc il faut pouvoir naviguer dans les deux sens. Donc c'est un peu l'intérêt de ces trucs-là. Ça permet aussi le fait de naviguer dans les deux sens. C'est une chose qui n'est pas là, mais ça permet de pouvoir se positionner à la fin du journal et de lire les opérations à l'envers pour voir quelles étaient les dernières opérations d'un journal. Ça, c'est très pratique quand on veut être sûr qu'on est au moins synchronisé par rapport aux données qui sont dans la base de données. Alors, bon. Le fait de choisir l'étape, j'en ai parlé tout à l'heure, ça revient là, mais ça permet vraiment deux choses importantes. Le fait d'être plus rapide sur les tables temporaires, c'est quand même assez significatif. Hein. Chaque entrée dans le journal va prendre du temps. Généralement, le journal est écrit sur disque à période beaucoup plus régulière que le cache. Donc ça oblige à faire des écritures disques. Bon, si le disque n'est pas le même que le disque qui contient les données, la pénalité est moins importante puisque ça n'influe pas sur le débit principal du cache. Mais bon, il y a quand même une pénalité du fait d'avoir des informations dans le journal. Et puis surtout, la réintégration va prendre du temps pour des tables qui sont de toute façon la plupart du temps détruites ou modifiées ou dont les données ne sont pas pertinentes. Donc ça ne sert à rien, ça gagne beaucoup de temps à la réintégration. Le terme n'est pas forcément bien choisi parce que réintégrer le journal d'un autre fichier de données, ce n'est pas tout à fait exact. C'est quand même un fichier de données qui correspond à notre structure, mais qui n'a pas forcément été créé avec la même clé que celle du journal. Actuellement, pour être sûr, donc on a un fichier de données, on crée un journal,
Ce fichier de données va avoir un ID. Il a plusieurs ID, non. Il a un ID qui le lie à la structure. Mais il a aussi un ID supplémentaire qui le lie au journal. Et à chaque fois que je crée un nouveau fichier de données, j'ai un nouvel ID. Donc je garde bien l'ID de la structure, mais j'ai un nouvel ID propre à ce fichier de données qui me permet de l'identifier de façon unique. Donc quand je crée des journaux à partir de ce fichier de données, je peux être sûr que ce journal va être lié au fichier de données. Ça, c'est ce qu'on veut dans le cas où on veut récupérer, suite à un crash, les données d'un journal. Le cas classique, c'est que je suis en train de travailler, voilà, j'ai quelques opérations qui n'ont pas encore été mises dans le data parce qu'elles sont dans le cache. Il y a une coupure de courant ou éventuellement ça peut arriver qu'il y a des serveurs crash. Elles n'ont pas été écrites dans le data, par contre elles sont déjà dans le journal. On rouvre, on voit qu'on se positionne à la fin. Grâce au format où on peut lire dans les deux sens, on lit les dernières opérations jusqu'à la dernière. On vérifie bien que ce journal correspond à ce fichier de données, au cas où un petit malin se serait amusé à le déplacer, et on réintègre les dernières opérations. Là, il faut qu'on ait la certitude que le journal corresponde bien au fichier de données. En revanche, quand je veux faire les choses de façon un peu plus souple, il se peut très bien que mon miroir n'ait pas forcément le même ID que mon fichier de données. Alors si j'ai fait le miroir comme ça se fait à peu près régulièrement maintenant, bon bah effectivement, je duplique mes données sur la machine de miroir et après j'intègre les journaux. Donc là, je vais avoir le même ID, ça sera les mêmes données. Mais avec le nouveau système de miroir aussi qu'on va mettre en place, on peut très bien imaginer repartir d'un miroir, d'un fichier de données complètement vide. On part d'un data et la première chose que peut faire le miroir, c'est de demander au serveur principal, donne-moi toutes les données. Alors donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va les exporter sous forme d'un backup optimisé, compressé. Il récupère les données, il les intègre. Et là, ça ne va pas forcément être le même numéro de data, parce qu'il pourra avoir ces datas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas simplement recopier les données? Parce qu'on pourrait imaginer recopier les données comme on le fait actuellement. Alors, il y a des cas où on veut pouvoir garder sur le miroir des tables qui ne seront pas journalisées. Et on ne veut pas les perdre. Si on recopiait l'ensemble des données, on perdrait ces tables. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut. On se dit, par exemple, je garde des tables d'erreurs sur mon journal et je garde des tables d'erreurs sur mon KD serveur principal. Bon. Il est évident que les erreurs liées à KD serveur, je ne veux pas les journaliser. Je veux les garder à part, à la limite les exporter, les mettre dans un fichier texte. Enfin, mais je ne veux pas forcément les transférer sur mon journal. Et si je redémarre, si je reprends les données, je ne veux pas non plus perdre mes tables sur le journal. Donc, je n'ai pas forcément envie que ce soit les mêmes datas à recopier à chaque fois. Donc, on a plus de souplesse et on a des options lorsqu'on intègre le miroir de dire, bah, je ne vérifie pas l'ID des données et je récupère le journal comme ça. Donc, c'est à utiliser avec prudence, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que effectivement, si on utilise cette option, on peut prendre le journal d'une base qui n'a pas du tout la même structure. Bon. Alors, ça ne fera pas forcément grand-chose, puisque les ID des tables ne seront pas les mêmes dans le journal. Bon, donc il va passer dessus sans rien faire, mais ça peut être dangereux. Alors, on a prévu, depuis que j'ai fait ces slides, on a réfléchi à la chose, et ça ne plaisait pas à Jean Laguerre, qui lui s'occupe de la qualité produit. Il m'a dit, mais là, c'est trop dangereux, le fait de pouvoir comme ça intégrer un journal n'importe comment, il n'y a plus aucun contrôle, s'il y a une erreur de l'utilisateur. Bon. Donc il m'a dit, il faudrait qu'il y ait quand même un moyen de laisser aux développeurs une forme de contrôle. Alors, ce qu'on a fait, déjà, on a séparé. Au début, on avait rajouté des paramètres à la fonction integrate, comment elle s'appelle, intégrer, je ne sais pas en français, c'est intégrer journal. Bon, j'ai oublié le nom en français, mais cette fonction d'intégration du journal
pour ceux qui ont eu une V14 bêta, vous aviez vu qu'il y avait des paramètres supplémentaires. On les a retirés et intégrer journal fonctionne exactement comme en V13, en V12. En revanche, on a fait une nouvelle fonction qui est intégrer miroir journal, je pense, je ne sais pas ce qu'on a utilisé en français, mais qui, elle, va permettre donc de travailler sur un journal qui n'est pas forcément lié aux données, mais là, avec un paramètre supplémentaire qui est un entier, un entier sur 64 bits, et qui va être le dernier compteur d'opération qui a été intégré lorsqu'on a utilisé cette commande. Ce qui nous permet, lorsque l'on veut manuellement intégrer des journaux pour faire son miroir soi-même, de savoir quelle est la dernière opération intégrée, de la conserver. Alors il faut la conserver non pas dans les datas, puisque les datas vont être modifiées, mais sur disque ou dans un petit fichier texte, un fichier JSON en COBJ, si on veut, enfin comme on veut, mais on conserve cette information. Et la prochaine fois qu'on redemande à intégrer, on la redonne. Et là, il y a une vérification qui est faite pour être sûr que les opérations s'enchaînent bien et que c'est bien le bon journal dans le bon ordre. Donc, en gros, si j'ai fait j'ai un serveur, d'un seul coup, j'ai trois fichiers de journaux intégrés parce que sur le serveur, j'ai demandé à couper mes journaux au bout d'une certaine taille. Bon, j'en suis déjà à 3 journaux, je ne les ai pas encore intégrés sur le miroir. Je les prends, je les donne au miroir. J'en étais sur le miroir, je sais que j'en étais à l'opération 100 000. Je donne les journaux et je me trompe d'ordre pour les intégrer. Au lieu de prendre le 1, 2, 3, je prends 2, 1, 3. Bon. Le 2 ne va pas commencer à 100 000, sauf si le 1 est vide, mais bon. Donc le 2 va commencer peut-être à 120 000. Comme moi, j'ai donné 100 000, ma dernière opération, le 2 va être refusé en me disant « vous n'êtes pas dans le bon ordre, il en manque ». Si je mets bien le 1 va être intégré, il va se terminer à 120 000, j'en serai à 120 000, donc je peux mettre le 2 qui commence à 120 000. Donc avec ce contrôle, ça vous permet d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de la part de l'utilisateur si vous laissez l'utilisateur intégrer manuellement les journaux. Si c'est fait de façon automatique, bon, il y a moins de chances qu'il y ait une erreur, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc c'est une sécurité. Bon. J'en suis à la fin de ma présentation, ça va vite, mais j'ai autre chose à expliquer sur la façon de fonctionner, enfin, sur les clés primaires pour revenir, et sur les avantages. Donc, on l'a vu, ça sert dans le journal, c'est vrai, c'est important. Ça sert aussi à beaucoup d'endroits, de plus en plus dans 4D. Alors, il va y avoir des évolutions au cours du temps, mais l'un des autres endroits où les clés primaires sont maintenant sont requises, en fait, c'est pour le serveur REST. Il faut être capable d'identifier, pareil, une fiche qu'on appelle entité en REST de façon unique. Bon, alors, on pourrait très bien imaginer le faire par le numéro de fiche, bon, mais encore une fois, cette unicité n'est pas unique dans le temps. Donc l'idée avec la clé primaire, c'est qu'à nouveau, en REST, on est sûr de toujours utiliser la même fiche, et ainsi de suite. Dans le futur, mais alors là, ce n'est pas pour tout de suite, mais il est prévu d'étendre cette logique pour garder une notion. Alors, reprenons autrement. Actuellement, quand on a une sélection de fiches, ce qui est conservé dans la sélection, c'est le numéro d'enregistrement. Ça marche plutôt bien, mais il peut y avoir des cas où j'ai une sélection qui correspond, j'ai détruit une fiche et j'en remets une autre. Elle reprend le même numéro, elle se retrouve dans ma sélection. Bon. Alors, ça peut être problématique, donc ça demande à vérifier, à faire des vérifications supplémentaires. Bon. Pour ça, il y a une première chose qu'on va faire en dehors des clés primaires, qui sera d'étendre de permettre de dire, quand je détruis une fiche, je veux que le numéro de fiche que j'ai détruit soit grillé pendant
soit bloqué pendant un jour, une semaine, un mois. On pourra comme ça griller des numéros de fiches pour éviter de les réutiliser tout de suite. Donc ça règle une partie des problèmes, ça règle les problèmes, disons, les plus fréquents, vraiment les plus fréquents, où on se retrouve avec une fiche dans la sélection qui ne correspond pas à nos données. Bon. Mais c'est pas forcément... Enfin, donc ça va régler beaucoup de problèmes. Mais il y a des cas où on veut pouvoir être sûr d'avoir une sélection qui ne va jamais être altérée dans le temps, qui correspond vraiment... voilà. Et il est prévu, mais dans une prochaine version, d'avoir des sélections basées sur les clés primaires. Alors, elles ont un gros désavantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus lentes. Parce que les sélections actuelles sont très rapides. Je ne sais pas si... Je pense que Jean-Pierre en a parlé dans ses cours, mais une sélection, quand elle n'est pas triée, c'est une bit table. Donc c'est un bit pour dire que la fiche est là, enfin 1 quand elle est là, 0 quand elle n'est pas là. Voilà, si j'ai 1 million de fiches dans ma table et que j'en ai 100 000 dans la sélection, je vais avoir 100 000 bits d'allumés dans ma bit table qui vont correspondre, et on parcourt la bit table. Bon, c'est pas gros, c'est très rapide, ça se manipule facilement. On peut faire des et, des ou très rapidement puisque c'est binaire. Bon, il y a beaucoup d'avantages. Quand c'est trié, c'est les numéros, alors c'est un peu plus gros, mais on se retrouve avec les numéros des fiches dans l'ordre de tri. Bon. Quand je veux parcourir ma sélection pour récupérer les données, comme j'ai soit la bit table, soit les numéros de fiches, j'ai directement le numéro de fiche, donc je peux prendre la fiche. Bon. Quand ce sera des sélections basées sur les clés primaires, à chaque chargement d'une fiche dans la sélection, il faudra d'abord retrouver son numéro de fiche par sa clé primaire. Donc ça fera à chaque fois une recherche indexée pour parcourir chaque élément de la sélection. Donc c'est beaucoup plus lent, mais ça pourra être utile dans des cas où vous voudrez être sûr d'avoir une sélection inaltérable dans le temps, que vous voudrez conserver, que vous voudrez... Voilà. Donc ça sera au choix. Bon. Alors, je suis sorti un petit peu du journal, mais c'est pour bien expliquer que les clés primaires, bon, j'ai pu le voir, ça va pas être un grand problème, mais ça va être un petit peu difficile. Quand on a une grosse base où il y a 200 tables, si on n'avait pas mis de clés primaires, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas un champ qui faisait office dans la logique métier de clé primaire. Très souvent, on a des champs qui font office de clé primaire. On a un lien qui pointe dessus. Bon, donc, quelque part, il se comporte comme une clé primaire. Mais on ne l'avait pas défini comme clé primaire. Donc, KD ne peut pas le savoir. Alors, on a essayé de mettre au point un outil pour vous simplifier la vie pour le passage, qui lui est utilisable dès la V13, qui parcourt l'ensemble de vos tables et qui essaye de vous proposer parmi vos champs ce qui pourrait faire office de clé primaire. Alors, bon, la façon dont ça fonctionne, bon, déjà s'il y a une clé primaire, il ne vous propose rien, ça c'est bon, la table elle est bonne. S'il n'y a pas de clé primaire, il regarde s'il y a un champ unique. S'il y a un seul champ unique, il y a de fortes chances qu'il puisse faire office de clé primaire. Donc on vous le proposera en début de choix. S'il y a un champ qui est la cible des liens, donc qui est la racine de 1 vers n, de plusieurs 1 vers n, à nouveau, il a une forte chance d'être une clé primaire. Donc on vous le proposera. S'il n'y en a aucun qui semble correspondre, on vous laisse en choisir un ou en créer un. En créer un en disant je rajoute un champ avec soit un champ numérique, soit un champ UID en auto-généré ou en auto-séquence pour les numériques. Et l'avantage, c'est que là, on va automatiquement remplir les données avec les valeurs de ce champ en incrémentant ou en générant des ID automatiques. Donc, si vous avez une structure chez vous en tant que développeur où vous avez tout mis en place, vous savez que là, il manque des clés primaires, vous les rajoutez en auto-généré. Quand ça arrive chez le client, la première fois, à la première conversion V13, V14, il y a une moulinette qui tourne
qui vérifie l'ensemble des tables, s'il y a des clés primaires sur les tables, et s'il n'y en a pas, qui regarde si on en avait mis en structure et qui rajoute les données dans les tables correspondant aux valeurs des champs qu'il faudrait mettre. C'est-à-dire que si je suis chez moi en tant que développeur, sur telle table, j'ai mis voilà, une clé primaire que j'appelle ID, qui va être un auto-sequence number. Je le mets chez le client, hop, ça va lui ajouter ça dans ses données. Donc, ça permet une migration plus douce. Bon. Mais ce n'est pas magique parce que très souvent, vous pouvez déjà avoir des champs qui font office de clé primaire, donc vous pouvez partir par cela. Et comme maintenant la clé primaire devient très importante, on a renforcé les contrôles. Un peu comme sur la route. Donc, on a renforcé les contrôles et on vérifie la première fois que toutes les valeurs soient uniques et qu'il n'y ait pas de valeurs nulles. Alors, des valeurs nulles dans 4D, on se dit, il ne peut pas trop y en avoir, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Même si on a la conversion de vide de nul en valeur vide pour les chaînes ou en zéro pour les nombres, l'un des cas où on peut avoir une valeur nulle, c'est qu'on prend un champ, on l'ajoute. S'il y avait déjà des fiches qui n'avaient pas champ, ce champ n'a jamais été saisi. Donc en interne, dans 4D, il est considéré comme nul. Il ne prendra une valeur que la première fois où je vais ouvrir cette fiche, accéder à ce champ, et à ce moment-là, à la volée, il sera converti en 0 si c'est un nombre ou en chaîne vide si c'est une chaîne. Mais dans les données, il est nul. Et tant qu'on n'a pas ressauvé la fiche, il reste nul. Donc, si on avait voilà, un certain nombre de données, on avait créé 3-4 fiches au départ pour tester les données. Après, on s'est dit, tiens, il me faut un champ qui va me servir de valeur unique, de clé primaire. On l'ajoute. Bon, bah, malheureusement, il peut y avoir des cas où ce champ est une clé primaire qui a des valeurs nulles ou non uniques. Alors, ça ne peut pas arriver sur votre base au moment où vous réglez la structure. Vous êtes en structure, vous dites, bah là, je veux une clé primaire. Au moment où on fait ça, on vérifie les données. Donc, ça ne peut pas arriver. En revanche, vous le faites sur votre structure et vous donnez cette structure à un client. En V12, en V13, il n'y a pas une revérification. Donc, le client peut avoir des données qui ont des valeurs non uniques, des valeurs en double ou des valeurs nulles, et la clé primaire va être acceptée puisqu'on l'a redonnée. En V14, non. En V14, quand vous changez dans la structure qu'il y a un nouveau champ, la première chose qu'on fait, c'est de vérifier si ça correspond bien. Donc, la vérification se fait une fois à chaque changement, si le champ a changé, ou quand c'est la première fois qu'on passe de V13 en V14 ou de V12 en V14, ça peut prendre du temps parce que ça parcourt, s'il y a 1 million de fiches, hein, ça peut prendre du temps. Bon, on met un thermomètre de progression quand même, mais une fois que c'est fait, on garde cette information de façon, ce qui fait qu'on ne le refait pas à chaque ouverture de base. On le fait vraiment. Voilà. Voilà pour un peu pour les clés primaires qui vont avoir de plus en plus d'utilisation. On s'en servira pour d'autres choses. Alors, j'ai été beaucoup plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que moi, j'avais un format d'une demi-heure, 3/4 d'heure aux États-Unis. On m'a mis 1h15. Donc, il y a le temps pour beaucoup de questions-réponses, y compris celles qui ne sont pas liées au journal, si vous voulez, hein, pendant qu'on y est. Voilà. Toutes vos questions. 1, 2. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question liée à la fréquence des backups dans le cas d'un mirroring multiple. Si, par exemple, j'ai une application et que je veux faire un miroir toutes les heures sur un autre site et que je me dis, bon, quotidiennement, je vais faire aussi un autre miroir sur un deuxième site et puis hebdomadairement, je vais faire un autre miroir sur un troisième site. Ma base d'origine, je vais la sauvegarder, par exemple, toutes les nuits. Donc ça signifie que le journal, il est plus courant dans la base courante. Et mon interrogation qui se fait de mes 3 sites, elle a une fréquence différenciée. Est-ce que ça veut dire qu'il va repiocher dans les journaux archivés des anciennes, qui sont déjà en .4BL, pour pouvoir reconstruire, au moment de l'interrogation, un journal complet qui agglomère tous ces trucs-là? Exactement. En fait, c'est presque ça, mais c'est dans le principe, c'est ça. C'est que
si je fais un backup, effectivement, et que je ferme les journaux, ainsi de suite, dans le cas d'un miroir, de notre nouveau système de miroir, le nouveau produit qui va le faire, le serveur principal saura qu'il a répondu à telle dernière requête du miroir. Donc, même si on fait le backup du journal, il gardera à part ces informations. Il fera en fait une duplication de cette partie du log, depuis en fait la requête la plus éloignée de l'ensemble des miroirs. D'accord ? Donc s'il y a un miroir qui était à la requête 100 000, un qui était à la 120 000 et un à la 130 000, il va garder depuis 100 000, la plus éloignée possible. Et tant qu'il n'y a pas eu de requête à partir de 100 000, il garde 100 000. Si ce miroir, après, se réveille et dit « donne-moi à partir de 100 000 », la plus éloignée devient la 120 000. Donc il sait qu'il peut détruire de 100 000 à 120 000. Donc il gardera à partir de 120 000 et ainsi de suite. Donc cette information sera conservée dans des fichiers à part qui n'auront rien à voir avec le backup et seront détruits régulièrement puisqu'ils sont détruits dès qu'ils ont été envoyés au miroir. D'accord ? Mais l'idée aussi, alors bon, peut-être un peu folle, mais l'idée c'est que chez certains, ce qui est bloquant, c'est de dire au moment du backup, le système n'est plus utilisable en écriture. Donc on peut continuer à faire des lectures, mais bon. Et le backup, la sauvegarde des données peut prendre du temps, surtout si le data est gros. Donc l'idée un peu avec ça, c'est de pouvoir ne plus faire de backup du serveur principal. On peut faire des backups du miroir, mais pas du backup principal. L'intérêt, c'est que le serveur principal n'est jamais en interruption. On travaille. On met sur le miroir et on fait le backup du miroir. Si il y a besoin de repartir, on peut repartir le backup du miroir ou on peut prendre le miroir et le mettre comme serveur principal et avoir un deuxième miroir dessus, en fonction des coûts. Mais la solution de faire le backup à partir du miroir deviendra finalement peut-être la plus pratique parce que ça évite de bloquer le serveur principal. Oui, bonjour. Ah oui, à côté. Je voulais savoir, donc, est-ce qu'une clé primaire pourra-t-elle être un index composite ? Oui, les clés primaires peuvent être sur... déjà actuellement, une clé primaire peut être sur plusieurs champs. Oui, je pensais aux tables de jointure, effectivement, notamment. Une clé primaire peut être sur plusieurs champs. Ouais, il me semble qu'on a l'interface dans l'éditeur de structure. Je me souviens. En tout cas, en SQL, on peut le faire. Mais oui, une clé primaire n'est pas liée à un seul champ. En fait, elle peut être sur plusieurs champs. Ok. Et juste une deuxième. Donc, on a vu qu'il y aurait en V14 une vérification que la clé primaire est bien unique en cas de changement de structure. Est-ce que ça se fera que s'il y a un changement dans les clés primaires ou sur toute modification de la structure? Ah non, que s'il y a un changement sur le champ qui est la clé primaire. Donc si j'ai 100 tables et qu'il n'y en a qu'une sur laquelle j'ai changé la clé primaire, ça se fera que sur cette table-là, la vérification. Ok, très bien. Non. Oui, bonjour. En fait, l'idée d'utilisation de la clé primaire, peut-être peut permettre à résoudre le cas où vous avez des commerciaux nomades qui ont plus ou moins une copie de la base avant de partir et qui feraient des ajouts, des modifications. Et est-ce que dans ce cas-là, on pourrait en fait faire le chemin inverse, je dirais, récupérer par votre système ces modifications dans la base principale? Avec le journal. Avec un journal qui est issu du poste nomade, quoi. Alors, j'attendais quand cette question allait arriver parce qu'elle arrive tout le temps. À chaque fois que je présente ça, les gens rêvent et se disent finalement je peux avoir la synchro dans les deux sens. Bah oui, pourquoi pas. Non, on peut pas. Alors je vais casser vos rêves, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour plein de raisons. Premièrement parce que si je leur mets à jour, quand je dis ça va pas marcher, c'est pas tout à fait vrai. Tout dépend du type de travail qu'on fait. Si vraiment les commerciaux travaillent chacun sur des fiches différentes, mais il faut vraiment qu'elles soient toutes différentes, d'accord, ça marchera. D'accord. Mais c'est quand même un cas un peu particulier, parce que très souvent,
dans une base de données, il n'y a pas qu'une seule table, il y a plusieurs tables, il y a des liens, on met à jour ça. Bon. Et là, dès qu'il va y avoir la même fiche modifiée plusieurs fois, il va y avoir un conflit. Bon, si on les intègre d'une certaine façon, on pourrait imaginer ne pas tenir compte des conflits et écraser la dernière, mais ça va casser l'intégrité logique de vos données, ça va casser l'intégrité référentielle. Vous n'aurez pas forcément... Parce que la deuxième modification pourrait être sur un champ X qui n'aura rien à voir, mais c'est quand même la fiche entière qui est conservée dans le journal, qui va écraser la fiche entière alors que j'ai changé qu'un seul champ. Donc non, très très vite, vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pas fait pour ça. Hein. On m'a très souvent demandé est-ce que je pourrais faire en sorte que ça soit synchronisé dans les deux sens. Non, c'est vraiment que dans un sens. Sauf si les commerciaux ont des secteurs bien indépendants et ils n'ont pas les mêmes clients. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux le faire à votre façon, par une certaine série de routines, soit en utilisant la replication, soit en utilisant du SOAP, vous envoyez des commandes, vous synchronisez, ou vous le mettez à la limite dans un fichier texte que vous réimportez, mais il vaut mieux pas passer par le journal pour ça. Je suis feignant, donc c'est pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que le replicate tel qu'on l'a mis en SQL n'est pas fait pour servir de mirroring en fait. Et c'est très dangereux de l'utiliser de cette façon-là. Pourtant, on se dit c'est un peu magique parce que je prends ma table, j'ai toutes les modifications depuis la dernière fois, je les intègre, enfin je les replicate, ça modifie les fiches modifiées, ça détruit les fiches détruites. Bon. Alors, c'est bien, mais c'est lié ça marche table par table. Donc, très vite, ça crée des problèmes d'intégrité référentielle, d'intégrité logique de vos données. Un cas classique, hein, j'ai une commande, des lignes de commande. Je veux faire l'intégration. Je me dis, je vais utiliser cette commande pour faire un miroir. Donc, je prends la table commande, je recopie toutes les commandes. Entre-temps, il y en a une nouvelle qui a été saisie. Elle ne va pas être dans ma copie. Par contre, les lignes de commande le sont. Après, je prends les lignes de commande. Je me retrouve avec des lignes de commande sur la copie sans les commandes. Ou le contraire, si je le faisais dans l'autre sens, je pourrais me retrouver avec des commandes sans les lignes de commande. Donc, de toute façon, alors, vous allez me dire, c'est pas grave parce qu'à la prochaine intégration, j'aurai les différences. Oui, c'est vrai. Celle qui n'avait pas, si c'était les commandes d'abord sur une ligne de commande, elle va se retrouver avec ces lignes de commande, et celle qui était, si c'était dans l'autre sens, on trouvera bien la commande manquante. Mais si c'est censé servir de backup, de miroir, et que le serveur principal crash et je me dis je vais utiliser ça comme miroir pour le réutiliser, ben là je me retrouve avec des données qui ne sont plus cohérentes. Et pire, c'est que les tools ne vont rien vous dire parce que les données ne sont pas cohérentes dans votre business logique, dans votre intégrité logique, mais en revanche, elles le sont au niveau base de données. Voilà, il y a des lignes de commande qui sont là sur 10, même si elles ne sont pas liées à une commande, elles sont là. Et donc, vous vous retrouvez à croire que les données sont bonnes avec quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est pire. Donc, il ne faut vraiment pas l'utiliser, la replication, pour faire du miroir, en fait. Okay. Je peux répondre à d'autres questions qui ne sont pas liées au miroir, hein, si vous avez... Merci. Est-ce que tu peux dire un mot? Autrefois, avec le backup, pendant un moment, ça n'a pas duré longtemps, mais on a eu la possibilité de sauter des opérations avant de réintégrer le miroir, de faire du skip. Est-ce que on en parlait hier avec des développeurs qui voudraient avoir la possibilité d'annuler, par exemple, quelqu'un dans la matinée a supprimé 100 000 fiches par accident, mais on a continué à bosser jusqu'à 5 heures du soir. Comment est-ce qu'on pourrait récupérer, repartir, faire un rollback, quoi? Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, le fait de passer par les clés primaires va permettre aussi, je ne voulais pas en parler trop maintenant, mais c'est finalement, bon, c'est pas grave, on en parle, on le dévoile un peu plus tôt que prévu. C'est prévu pour, pas le futur le plus proche, là, bon, pour
dans quelques temps, mais effectivement, toute une série d'outils pour simplifier, pour essayer de récupérer cette fois non plus des erreurs système, mais des erreurs d'utilisation. Donc, effectivement, de pouvoir réintégrer qu'une partie du journal, mais sélectionnée par vous, en disant je veux de là, là, ainsi de suite. Donc, dans ce mode-là, il y aura un certain nombre d'options, comme effectivement sauter des opérations. Voilà. Et l'intérêt de passer par une clé primaire, encore une fois, c'est que même si j'ai ajouté des fiches entre-temps dans ce que je veux sauter, ça ne cassera pas le reste de la... Donc on peut même imaginer quelqu'un qui a ajouté une fiche qu'il ne voulait pas ajouter. On saute cette opération, mais on laisse le reste des trucs et ça ne casse pas la structure logique de vos données, en fait. Moi, pour revenir au système de miroir, le système actuel, il fonctionne en faisant sur le miroir, sur la base principale, on fait nouveaux fichiers historiques sur base qu'on définit par exemple toutes les minutes, si on veut. Et alors sur le miroir, on fait intégrer fichiers historiques au fur et à mesure. Mais ici, le transfert se fait via une technologie qu'on a mis en place nous-mêmes par FTP, par SOAP, peu importe. Mais là, vous dites, dans votre explication, vous disiez que la base miroir va questionner la base principale pour savoir où en est l'état. Ce questionnement, c'est nous devons le programmer ou ça va se faire tout seul? Ça sera fait avec un nouvel outil, un nouveau produit, oui, qui le fera. Mais ça va être un nouveau produit séparé. Comme avant, on a eu 4D Backup. Non, ça sera en fait. Bon, je ne veux pas trop dévoiler, mais ça fera partie. Donc, ça sera un 4D serveur qui servira de miroir. Et ce 4D serveur aura un mode spécial mise en miroir. Je ne sais pas encore comment l'appeler, on n'a pas défini tous les noms. Mais ce serait une fonctionnalité du 4D serveur ou c'est un produit supplémentaire ça sera une fonctionnalité du 4D serveur. Après, le fait que ce soit un produit supplémentaire, je ne sais pas. Moi, je ne m'occupe jamais du côté commercial. Il y en a d'autres qui s'en occupent. Moi, ça me fatigue. Donc, je ne saurais pas. Mais techniquement, ça sera... Donc ce sera bien plus simple à mettre en place que ce qu'on a maintenant. Voilà. L'idée, c'est de simplifier extrêmement les choses, puisqu'en gros, on démarre ce 4D serveur miroir. On dit, voilà... Connecte-toi à ce 4D serveur principal et ça y est, ça fait la synchronisation. Et on a un certain nombre de paramètres comme la fréquence, si lui-même veut avoir des backups, on peut faire des backups sur ce miroir. Mais il faut savoir que ce que vous faites à l'heure actuelle continuera à être valide. Vous pourrez continuer à faire ça, même si vous voulez une procédure manuelle que vous avez déjà mis en... Enfin, manuelle. Le terme manuel est faux, puisque c'est pas mal, vous avez automatisé la chose par votre code. La chose qu'on vous permet maintenant, déjà en V14, dès le départ, c'est que le miroir, lui-même, peut avoir son journal. Ce qui fait que lui-même peut être réutilisable immédiatement si un problème se passe sur le serveur principal. Et une dernière question. Actuellement, par exemple, sur la base principale, soit on fait du mirroring, ou soit on utilise le système de sauvegarde classique. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Enfin, je veux dire, ou sinon, on a un problème de journalisation. Exact. Ça, actuellement, dans la V14, est-ce que ce sera toujours le cas ou je veux dire, on aura toujours cette contrainte, quoi. Oui, quelque part, effectivement, il y a une forme de contrainte logique. C'est-à-dire que, effectivement, si vous faites des backups sur le serveur principal et que vous ne conserviez pas et que les logs soient disparus, effectivement, vous ne pouvez plus les passer au miroir. Mais vous pouvez, si vous faites la chose, vous pouvez aussi décider d'envoyer les journaux comme vous le faites maintenant, mais quand même de faire un backup sur le miroir, alors. Voilà, ou sur le miroir, voilà. Moi, souvent, je préconise de faire le backup sur le miroir, parce que ça a l'avantage de ne pas bloquer le serveur principal, et on se retrouve... Voilà. Le seul inconvénient, c'est que si on doit réintégrer quelque chose, c'est un peu plus long, puisqu'il faut le recopier du miroir, reprendre le backup du miroir, le mettre sur le serveur principal pour récupérer le backup. Mais l'avantage, c'est que là, on se retrouve avec un miroir qui a son backup maintenant en V14 et qui a son journal.
Donc, si vous faites le backup sur le miroir, il va faire le backup comme il le faut, avec donc vraiment les données qui sont dans le backup, plus un backup du journal du miroir, qui fait qu'on remet ça sur le principal, on repart avec un journal et on est bon pour redémarrer. Oui, encore une autre question. Est-ce que la mise à jour de la structure sur le miroir sera automatique ou pourra-t-elle être automatique? Alors, non, tel que c'est prévu pour l'instant, c'est vraiment les données. Donc, il n'y a pas de mise à jour de la structure sur le miroir. Pardon, excuse-moi, je m'explique mal. C'est-à-dire que quand on a fait des modifications, le journal ne contient que les données. Donc le journal ne pourra pas, lui, savoir qu'on a ajouté une table ou ce genre de choses. En revanche, donc si vous utilisez le système actuel, il y a les mêmes contraintes, c'est-à-dire que si vous avez modifié la structure, il faut penser à la modifier sur le miroir. Donc ça, c'est quand vous faites les choses par vous-même. En revanche, dans l'outil de miroir qu'on a prévu, là, il y aura un système pour détecter les changements de structure. Et qui pourra... Alors, il y aura un certain nombre de choses. On n'a pas encore défini l'ensemble. C'est pour ça que le produit n'est pas encore complètement disponible. Enfin, il n'est même pas du tout pour l'instant. Mais disons qu'il y a une grosse partie qui est écrite, mais qui est sous forme pour l'instant d'API séparées. On ne sait pas encore comment l'intégrer dans un produit. Mais entre autres, effectivement, il sait détecter les changements de structure. Il sera proposé soit de les recopier, soit d'arrêter de faire le miroir, parce qu'il y a des cas où on veut ne plus faire de miroir. Il y a des cas, j'imagine, enfin en tout cas, je l'ai prévu. Je ne sais pas si ça sera utile. Bon. Mais dans le mode le plus automatique, effectivement, la structure sera mise à jour. Dans le mode le plus automatique. Oui, juste pour revenir sur le problème du rollback, il y a aussi un autre problème qui, pour certains pays ou pour certaines industries, on est obligé légalement de faire un backup périodique, un par jour ou un par semaine, et de conserver ce backup pendant une certaine période liée soit au fonctionnement de l'entreprise, soit à l'administration. Donc, dans ce cas-là, tu préconises de backuper le miroir ? Oui, de toute façon, ça ne change rien. Enfin, je veux dire... Pour nous, ça ne change rien, mais pour l'administration, est-ce qu'ils peuvent considérer que c'est la même chose ? Est-ce qu'on a un moyen de leur prouver que... Il faut comprendre que le miroir, comme son terme indique, c'est vraiment un miroir des données. Donc, c'est vraiment une copie des données, quoi. Donc après, effectivement, je pense que légalement, je ne vois pas de raison. Parce que sinon, on pourrait dire aussi, le backup, ce n'est pas les données elles-mêmes, puisque c'est une copie des données. Mais oui, qu'on copie les données par le réseau ou qu'on copie les données sur disque, du moment qu'on a une copie, c'est une copie. Bonjour Laurent, Bonjour. Patrick Gorla. J'ai une question à propos de Linux. Ah. Linux, alors j'ai des clients qui travaillent sur Linux. Ils mettent VMware et puis ils vont tourner 4D sur Windows. C'est à pleurer, quoi. C'est dommage, oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire sur Linux? On a vu, il y a très longtemps, un serveur Linux, vous aviez présenté. Ouais. Alors, Laurent Hainaut a parlé un petit peu de notre façon de travailler. Cette année, on n'a pas eu, en keynote, on n'a pas eu trop le temps de parler de l'architecture interne. Donc je ne sais pas qui était aux précédentes présentations, mais pour Linux, on a déjà passé Wakanda Server. Donc c'est pas qu'on ne veut pas faire d'efforts sur Linux, on aime bien Linux, mais il y a des choses qui, dans 4D, pour l'instant, nous posent des problèmes. Alors, pourquoi c'était plus facile dans Wakanda Server? Tel qu'on a défini Wakanda, c'est un serveur qui est complètement faceless, donc sans interface. Donc déjà, ça simplifie beaucoup le passage pour l'hébergement sur Linux. Bon. Alors on pourrait imaginer un 4D serveur sans interface, qui déjà nous simplifierait énormément le passage sur Linux, puisque en gros, toutes les librairies graphiques, les librairies de dessin, toute notre toolbox graphique est basée sur, soit maintenant sur DirectDraw
dans le cas de Windows, soit sur Quartz dans le cas de Mac, et on n'a rien fait sur Linux pour tout le côté graphique, donc l'interface utilisateur. Donc on pourrait imaginer le serveur. Mais même là, il y a un certain nombre de choses à prendre en considération. C'est-à-dire que la façon dont le langage a été écrit en coopératif, on passe par des fibres, ça nous obligerait à refaire un système qui n'existe pas sous Linux, alors qu'on pourrait mettre en place, hein, c'est pas non plus insurmontable, mais de fibres, de threads non préemptives. Donc on est en train d'y réfléchir. Je ne dis pas que ça ne viendra jamais, hein, qu'il y a des serveurs sur Linux, parce que ce qui est pratiquement sûr, c'est que quand ça viendra sans interface. Donc vous n'attendez pas à avoir du code qui puisse ouvrir une fenêtre sur le serveur. Bon, il faudra vraiment avoir une logique de programmation où l'administration du serveur se fasse de façon remote. Bon. C'est ce qui, pour l'instant, nous crée le plus de retard dans le passage sous Linux. Ce n'est pas tellement de faire tourner le serveur sous Linux, le 4D serveur sur Linux, parce qu'on n'en est plus très loin. Mais c'est toute la partie administration du serveur, donc tous les choix des paramètres, tous les contrôles d'ouverture de la base, où pour l'instant, on n'a absolument aucun code remote pour cette chose-là. Donc il faut qu'on le fasse avec une interface web sûrement ou par le biais du client pour contrôler le serveur. Mais alors, on en a fait une partie. Il y a une partie des choses qu'on peut voir côté client. On peut administrer une partie des choses du serveur côté client, changer des préférences. Mais il y a une grosse partie qui n'est pas du tout disponible. Et bon, donc on avance dessus. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réécrit maintenant des morceaux de 4D, et en particulier de 4D serveur, on fait bien maintenant la séparation entre le back-end et le front-end. On sépare ça, donc ça permet vraiment d'avoir petit à petit une mise en place sur Linux qui se fera dans un temps raisonnable. On avance. Merci. Ouais, je reviens juste sur la partie backup. Actuellement en V12, quand on a une application packagée, l'énorme défaut du backup, c'est qu'on ne peut pas déployer facilement sans aller jardiner à l'intérieur du package pour attraper le petit fichier de préférence qui contient entre autres les règles du backup. Dans la V13, ça a été considérablement amélioré puisque on a, parce qu'au-delà du backup, il y avait aussi les réglages mémoire, les réglages du cache, etc., des ports TCP, des ports SQL et compagnie. Dans la V13, ça a été considérablement amélioré puisqu'on peut maintenant sauvegarder le cache, la mémoire, les ports, etc., mais on ne peut pas sauvegarder le backup. C'est-à-dire que oui, les paramètres du backup sont toujours pas à l'extérieur d'un package 4D serveur. Si bien qu'on ne peut toujours pas déployer facilement. Enfin, nous, on peut le faire, mais on ne peut pas donner à un client un package en disant bah voilà, tu remplaces ça par ça, et puis tu redémarres, et puis ça marche. Est-ce que ça va être corrigé en V13 ? Parce que quand même, la V14... on est tous d'accord que ça apporte beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est inutilisable dans un parc chez des clients parce qu'ils ont tous du XP, ils ont tous du 10.6.8 et de toute façon on ne pourra pas mettre la V14 tant qu'on n'aura pas éradiqué ces versions des systèmes. Donc pour nous c'est 2015 quoi. Je veux dire, Microsoft nous aide un peu en abandonnant XP, mais Apple nous aide pas beaucoup, sauf par la gratuité de Maverick. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut être certain qu'à un moment donné en V13, on pourra facilement, pour les éditeurs, je parle, déployer un package par le client, quoi. Pas par nous, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui le faisons. Alors, je ne sais pas du tout. Je demanderai à la personne qui a fait cette partie-là donc de garder les préférences du backup qui sont conservées en dehors, mais c'est une chose effectivement qu'il faut qu'on prenne en compte. L'idée, c'est d'externaliser tous les settings du serveur d'une façon générale. Oui, exactement. Donc, il n'y a que celui du backup qui manque en plus. On a commencé ce travail et je pense que l'Orion pourrait... Non, je ne pense pas que ce soit un problème, mais je ne veux pas m'avancer parce que je cherche, il n'y a personne dans la salle de l'équipe, si peut-être tout là-bas, mais bon, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais je ne voudrais pas m'avancer avant. Cette partie-là, donc toute la sauvegarde des settings... elle est faite intégralement, sauf pour le backup. Ça ne devrait pas être un problème. Bah là, on va prendre les toutes dernières questions, parce qu'on est à plus de 10h45. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à l'utilisation du débugger. Lorsqu'on est sur 4D serveur, qu'on veut débugger des méthodes stockées, ou éventuellement du surconnexion web et des méthodes web,
l'utilisation du débugger est assez compliquée puisqu'il faut pouvoir avoir accès au serveur Ouais, il faut être... en remote, machin. Donc, ne serait-il pas possible de déporter la fenêtre de débugger du serveur sur le client? Alors, c'est vrai qu'on en a parlé. Bon, il n'y a rien de prévu dans un futur immédiat, hein, mais c'est vrai qu'on y avait déjà pensé. Bon, de toute façon, si on tend vers un serveur faceless, c'est quelque chose qui sera obligatoire, puisque là, on sera bien obligé de déporter le debugging en remote. Mais c'est vrai que je reconnais que ce n'est pas toujours pratique d'avoir accès à au serveur. C'est vrai que ça, on travaille là-dessus. Petit à petit, on modifie les différents canaux internes de transmission d'informations pour justement pouvoir déporter une partie des choses. Ouais. On a la dernière question ici. C'est une question courte. J'ai entendu parler de la mise à jour automatique du cadre des serveurs et des clients. Est-ce que ça concerne, par exemple, pour les clients répartis géographiquement, ça concerne les bases en interprété ou c'est toujours seulement pour le compiler? Il me semble que c'est toujours pour le compiler. Hein. Je ne pense pas que ce soit pour l'interpréter. Je ne pense pas qu'on l'ait fait. Non, c'est que pour le compiler. Malheureusement. Ouais. Bon, il y a quand même des avantages à compiler, mais... disons, si vous voulez être agile, c'est vrai qu'il y a des bases. Oui, c'est vrai qu'on veut parfois modifier directement par exemple, en production. À Paris, je peux intervenir sur mes bases, c'est vrai. Et faire des petites modifs. C'est vrai. Donc là, l'agilité, elle est grande, quoi. Bon, on attend. Ceci dit, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager parce qu'on est en train de déporter de plus en plus cette logique d'update dans un produit externe qui est beaucoup plus robuste qu'un script et qui va permettre d'avoir plus de fonctionnalités. Donc là, on en est à la première étape. On pourrait imaginer, après, effectivement, avec cette nouvelle technologie, de pouvoir faire ce genre de choses de façon beaucoup plus simple, en fait. Je crois qu'il faut prendre... Alors, on pourrait imaginer d'appliquer ceci aux bases monopost compilées, enfin je veux dire les bases compilées single user. Quoi. Ah oui, mais alors, monopost, le problème c'est qu'il faut quand même, à un moment donné, pour faire l'upgrade, il faut être connecté au serveur pour savoir quelle est la structure métal. Il faut avoir quelque part, pas forcément un 4 serveur, mais il faut avoir... que 4D fournirait un updater de produits. Enfin, oui, un updater qui permettrait à vous de mettre en place quelque part un serveur, mais pas un 4D serveur, mais un logiciel qui soit prêt à recevoir des requêtes pour dire, voilà, je voudrais mettre à jour chez mes clients. Effectivement, ça on pourrait l'envisager. Pour faire du déploiement de base monopost, quoi. Oui, bon, alors là c'est carrément, là on arrive carrément dans un autre produit parce qu'il faudrait... Disons que ce serait plus coûteux en temps de développement pour nous, mais on pourrait imaginer, oui. Mais ça voudrait dire redéporter toute la logique qui est dans le cadre des serveurs dans une sorte de produit à part qui servirait d'updater manager. Ça pourrait être un cadre des serveurs qui tourne chez nous, en tant que, je veux dire, société ou alors, de ou ça développement. pourrait être un cadre des serveurs. Ouais. Et on aurait donc quand on déploie nos bases monopost, la base monopost interroge le cadre des serveurs pour savoir quelle est la dernière version. Enfin, je ne sais pas, enfin, j'imagine. Oui, effectivement, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. C'est un peu plus compliqué là parce que c'est plus un cache des ressources locales. Mais oui, on pourrait imaginer, effectivement. C'est quelque chose qu'on peut... ça fera partie des requêtes, des choses qu'il faut qu'on considère dans la liste des choses à faire. Ok, merci. Donc, merci de remplir le formulaire d'évaluation. Bon.